Merci à vous quatre d'être ici avec nous. Donc, en prenant appui sur l'illustration de la relation père-fille dont je parlais tout à l'heure, je vais finalement aborder le sujet donc, qui nous rassemble ici aujourd'hui, donc à savoir l'amour. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans les conceptions hollywoodiennes de l'amour ou vraiment de limiter cette notion à l'amour romantique, mais de considérer l'amour dans sa pluralité. Donc, je pense ici à l'amour de la nature, des animaux. Je pense ici à l'amour des chiens de Sophie Bienvenue. L'amour des personnes queer, des enfants, des personnes racisées, de la famille, des marginaux. Donc, or, face au contexte actuel, donc face aux désastres climatiques, aux féminicides, à la perpétuation des inégalités sociales, aux obstacles que la culture patriarcale oppose à des relations d'amour saines ou encore à la montée mondiale du fascisme, face au contexte d'effondrement interpersonnel et social, comment redonner toute sa noblesse à la possibilité de l'amour? Donc, le questionnement qui sera au centre de la discussion est donc le suivant. L'amour face à la violence, l'amour dans l'arrachement, l'amour malgré la douleur, l'amour malgré tout. Que veut dire l'amour dans un monde désenchanté? Donc, je lâche une bombe. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à réfléchir là-dessus. Ah, Caro, vous parlez français? M'entendez-vous bien? Oui? Ben, je dirais que la première chose, en fait, l'une des seules choses que j'aurais à dire là-dessus, c'est qu'il me semble que la colère, c'est là qu'elle prend naissance. Elle prend naissance dans l'amour. Comme activiste, souvent on me demandait est-ce que cette colère-là, elle t'habite, elle te gruge, comme si c'était juste de la colère. Mais la colère, elle vient de là, d'un désir d'amour, d'un désir qu'il y ait moins d'inégalités sociales, d'un amour pour mes frères, pour ma part, je dirais surtout pour mes sœurs, humains et humaines, et donc pour cette volonté-là que l'on soit égal, que l'on soit égaux, que l'on puisse marcher dans la rue sans avoir peur, que l'on puisse naître dans une famille et que ça ne veuille pas être un verdict final sur nos possibilités d'avancement social, sur nos rêves. Pour moi, c'est ça. Et donc, l'indignation, elle vient de là, elle vient d'un premier acte d'amour et d'une volonté que l'on s'aime les uns les autres. C'est un peu catholique, là, la façon dont je viens de l'exprimer, mais c'est peut-être mes racines, mais en dehors de s'aimer les uns les autres, je veux dire, c'est cette volonté-là, elle naît dans l'amour et il n'y aurait pas de colère possible. C'est ça que je veux dire. Il n'y aurait pas de colère ni d'indignation possible s'il n'y avait pas d'abord de l'amour. Merci beaucoup, Caroline Versine. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir? Ça marche, non? Oui. Ben pour moi, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu le contraire. On dirait que pour moi, l'amour, c'est la seule raison de rester vivant, en fait, dans ce monde dégueulasse. C'est ce qui me fait garder ma santé mentale, en fait. C'est justement, tu sais, comme de me tourner vers mon mari, vers mon chien, puis de dire comme, OK, ça vaut la peine, malgré les fascistes en Italie, malgré François Legault, malgré j'ai fait exprès. Mais c'est ça, et dans l'écriture, en fait, c'est pour ça que, pour moi, la lumière et donc l'amour va toujours de pair avec les drames. C'est que ça prend de l'espoir, ça prend de l'amour pour vouloir continuer, en fait, selon moi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le contraire de ce que dit Caroline, mais c'est ça. Ouais. Peut-être, est-ce que ça fonctionne? Merci. Peut-être pour faire du pouce sur ce que Sophie dit, même au-delà du contenu du livre, le mouvement d'écrire ou d'être publié, je pense qu'il est un mouvement d'amour parce qu'on est lu puis on est reçu. Dans mon cas, dans le cas d'un récit aussi qui est très proche de la réalité, il y a cet amour-là de mes proches, d'être comprise à travers l'histoire.
Puis malgré la violence, ben, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie d'entendre parler d'amour. Fait que vous lisez une histoire qui est horrible, mais qui est tellement bien emballée que finalement l'amour est gagnant. Fait que, oui, dans le contenu de l'histoire, mais dans le fait d'écrire, d'être lu, de raconter. Tu sais, c'est même une fonction de base de la psyché, de raconter. C'est quelque chose qui est très humain. Je pense que c'est une façon d'être en amour ensemble, d'écrire, puis de partager la lecture. Merci. Est-ce que... Merci. En fait, je pense que si on pose la question, c'est parce qu'on a vécu récemment, pendant un moment, un monde qui n'était pas seulement désenchanté, mais qui était un monde désenchanté de l'amour. Parce que l'amour a toujours été là pour aider. On a toujours pu faire communauté face au désastre. On fait communauté, on a fait communauté face au verglas en 96. On fait communauté. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, à un moment donné, il n'y avait pas d'eau. C'était en Algérie. Puis tous les parents sont arrivés avec une quantité faramineuse de bouteilles d'eau pour justement que les enfants puissent boire. L'amour, c'est très primal. C'est s'assurer que les gens boivent et mangent. Et on n'a pas pu faire ça à cause de la pandémie. C'est comme si l'amour devenait dangereux. L'affection devenait dangereuse. La solidarité devenait dangereuse. On avait besoin de trouver des façons de faire communauté qui ne passaient pas par les preuves d'amour qu'on a l'habitude de donner. Donc, on a connu un monde qui n'était pas seulement un monde désenchanté, terrible, avec, oui, la montée du fascisme, la montée de tout ce qui est désolidarisant, mais on a connu un monde désenchanté de l'amour même. Et je pense que c'est ça qui nous amène à nous poser la question, que veut dire l'amour? Que peut l'amour? Mais je crois aussi, comme Sophie, comme Caroline, comme Geneviève, que l'amour est un moteur, que l'amour peut être moteur d'action. Et j'ai l'impression, quand je vois les révoltes en Iran, par exemple, quand je vois des images, c'est des gens qui défendent par amour, puis qui défendent leurs sœurs. Donc, je pense qu'on revient à un monde qui peut être réenchanté au moins par l'amour. Oui, donc j'avais noté une citation de Bell Hooks tirée de All About Love. Je cite, Love is an act of will, namely both an intention and an action. Will also implies choice. We do not have to love, we choose to love. Donc, ça revient beaucoup à la question de l'amour comme action, non seulement comme sentiment, mais également comme action, comme résistance. Ce que tu abordais tout à l'heure. Donc, Geneviève, en fait, dans son livre « Soigner, aimer », la psychiatre et écrivaine Vanessa Younsi considère que le verbe « soigner » est une variation du verbe « aimer ». Considérant ta pratique en psychologie, comment tu considères cette question à l'amour? Ben déjà, à la base, dans toute thérapie, on est au moins deux. Il n'y a rien qui se passe tout seul. C'est dire à quel point le lien est important, peu importe l'approche que le thérapeute ou l'intervenant va utiliser. Fait qu'en ce sens-là, oui, la thérapie, c'est un lien qui soigne essentiellement. C'est aussi le geste d'être entendu. C'est le même principe qu'écrire en réalité. On raconte une histoire qui est la nôtre, qui est parfois décousue, puis qu'on essaie de remettre dans des formes de chapitres ou une certaine chronologie des fois, ou même parfois sans chronologie, on essaie de lui donner un sens. Fait que pour moi, l'amour, c'est aussi un geste d'encensement, autant en thérapie que ce soit dans l'écriture, de donner un sens à une histoire dans le pire ou dans le meilleur, comme Sophie vient de faire avec J'étais un héros, ou de donner un sens rétrospectif dans l'histoire de Caroline à travers son enfance.
il y a cette espèce de filon-là qui est essentiellement relationnel. Après, est-ce que on peut soigner seulement par la thérapie? Je pense pas. Mais c'est un outil qui est assez frappant puis qui a un effet un peu comme la littérature d'être important des fois à certains moments post-événement. On va lire un livre qui va faire sens des années plus tard à un certain moment. La thérapie aussi, c'est ça. Il peut y avoir une phrase importante que notre thérapeute va nous dire qui va s'éclaircir 10 ans plus tard à travers une nouvelle relation, un événement de vie qu'on va vivre. Fait que, oui, c'est important, cet aspect-là de l'amour. Mais dans la thérapie, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la répétition. Quand on va en thérapie ou quand on est thérapeute avec un client, souvent, dans certaines approches, on va dire qu'on érode certaines blessures. On ne règle pas tout d'un coup. Les enfants n'apprennent pas à attacher leur lacet la première fois. Fait que l'amour, c'est un geste aussi qu'on doit répéter pour qu'il prenne son importance puis qu'il puisse s'inscrire dans l'être humain, surtout quand il y a des blessures. Merci beaucoup. En poursuivant avec cette question disons, de la santé, en fait, je reviendrai cette fois à Sophie Bienvenue. Donc, tu mets souvent en scène justement des personnages aux prises avec des troubles de santé mentale. Et c'est le cas dans ton dernier livre, donc Yvonne qui est alcoolique. Et je me pose la question, en fait, comment penser l'amour à travers justement cette difficulté-là mentale, à travers cette difficulté-là psychologique. Tu veux dire en tant qu'autrice, en tant que personnage? En tant qu'autrice. Mais en fait, pour moi, l'amour, il est au départ de ma démarche parce que mes personnages, je les aime en partant avec... il y en a un ou deux dans ma carrière que j'ai un petit peu des réserves par rapport à eux, mais en général, je les aime beaucoup avec leurs défauts, avec leurs aspérités. Même Yvan, le personnage de J'étais un héros, qui est comme sensiblement un connard, je l'aime quand même, pas juste parce qu'il me fait penser à mon père, mais parce qu'il est humain, en fait. Et c'est ça, c'est un petit peu comme ça que je l'aborde. C'est que pour moi, si j'aime mes personnages en partant, qui viennent vraiment du bon endroit de mon corps, c'est-à-dire comme de mon ventre, je vais l'aborder humainement, puis je pense que naturellement, je vais le rendre humain et le lecteur va trouver cette humanité-là, puis peut-être se reconnaître dans leurs défauts, mais dans leurs qualités, dans leur façon d'être. En fait, ça répond-tu à ta question ou j'ai l'impression... OK, ouais. OK. Katia, dans ton livre « La marchande de sable », il est beaucoup question de la langue, donc de la langue arabe. Puis j'ai noté un passage en particulier. Donc, je cite, « Et puis, il s'était multiplié les manuels de langue pour comprendre le journal et pour acheter la viande. Les gens commençaient à parler, quelquefois entre eux, dans cette autre langue. Salam, bonjour, paix. Et pour se dire « je t'aime », il disait « Enmout alik », je meurs de toi. Okay. Voudrais-tu commenter ce dernier passage? Est-ce que tu aurais des réflexions dans le rapport autour de la langue et de l'amour, de l'arabe et de l'amour? Oui. Oui, donc, Enmout alik, c'est « je meurs de toi ». Et c'est ça dans le livre. C'est parce que la petite fille parle arabe et contamine tout le monde. L'arabe devient une langue qui contamine, que tout le monde attrape comme une maladie. Et tout le monde se met à cracher du sable en parlant arabe en plus, en fait. Donc oui. L'arabe, pour moi, c'est une langue avec laquelle j'avais un peu des comptes à régler parce que je ne l'ai pas apprise.
en fait. Donc, j'ai passé les premières années de ma vie en Algérie en ne parlant pas la langue nationale parce que ma mère parlait kabyle et que mon père parlait arabe et ensemble, ils parlaient français. Donc, ma langue maternelle, c'est le français. Et Kateb Yassine disait « le français est un butin de guerre ». Ma langue maternelle est un butin de guerre. Donc, j'avais envie d'écrire la façon dont j'aurais aimé être contaminée, envahie par l'arabe, quelque part. Et j'avais envie d'écrire la façon dont cette langue que je ne parlais pas prenait tellement de place dans ma vie et dans ma tête d'enfant. Et je pense que, oui, c'est une langue que j'aurais aimé pouvoir apprendre par l'amour, justement. Et dans le livre, c'est la langue du père. Dans le livre, Shahrazad, qu'on surnomme Chérie, l'apprend parce que c'est la langue de son père biologique. Et ça lui vient tout seul, ça lui vient du vent. C'est le vent qui lui parle et le vent, c'est aussi son père. C'est très... on est dans du réalisme merveilleux. Donc, ça devient, dans mon livre, la langue d'un amour filial. Et c'est ça qui finit par prendre toute la place, c'est cet amour-là pour son père et pour le frère qu'elle ne connaît pas, puisqu'il est un petit peu complexe parce que c'est à cause de la mort du frère qu'elle ne connaît pas qu'elle commence à parler arabe et qu'on commence à cracher du sable dans le village. Bref, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien. Voilà. Donc, pour poursuivre avec cette question-là, il y a aussi des réflexions par rapport à la langue et l'amour, la langue de l'écriture et l'amour. Je vous lance la balle. Je ne sais pas si on peut s'y avancer en premier. J'avais envie d'entendre Caroline, en fait, qu'il y a des passages aussi qui sont en espagnol dans le récit. Est-ce que tu aurais des réflexions justement autour de la question de l'amour et de la langue, justement face à la langue donc espagnole? De la même façon que Katia, moi non plus, c'est pas complètement réglé. Et je pense que c'est le cas de la plupart des enfants immigrants. Katia, là je parle de Katia comme si on avait élevé les cochons ensemble, mais on les a un petit peu élevés ensemble. On est des amis. Et, oups, là, je vous ai perdu tout d'un coup. Tout va bien? Vous allez entendre les bip-bip, je suis désolée. Mais tout ça pour dire que non, moi non plus, c'est pas complètement réglé, mais moi, je la parle, la langue, mais mes enfants ne la parlent pas. Et de là émane une certaine honte de ne pas avoir réussi à leur transmettre la langue, mais de ne pas avoir réussi à transmettre peut-être aussi à cause d'une certaine honte que j'ai pu avoir à un certain âge pour ma langue, que j'ai traîné et trimballé avec moi jusqu'à l'âge adulte, sans m'en rendre compte, en me disant non, non, je parle espagnol, c'est complètement réglé. Mais quand il est venu temps de la parler à mes enfants, ben, je me suis rendu compte que ce n'était pas complètement réglé. Parce que dès qu'il y avait d'autres spectateurs autour de nous, là, je la chuchotais au lieu de la parler à haute voix, tu sais, comme je le fais en français. Mais je me suis vite rendu compte que pour moi, c'est une langue approximative. Et même si je me disais complètement bilingue, voire trilingue ou quadrilingue, mais l'espagnol, je la parle parfaitement, mais pas parfaitement en même temps. Si je vais au Chili et on m'entend parler, on va se dire « Ah, c'est une Chilienne. » J'ai le faciès et la langue, l'accent même est très chilien. Ça ne paraît pas que je fais semblant de parler chilien. Parce que quand est venu le temps de la parler à mes enfants, un exemple que je donne fréquemment, c'est celui des arbres. Je me souviens que mon petit garçon m'avait demandé « Maman, c'est quoi ça? » Puis évidemment que je peux lui dire c'est un arbre en espagnol parce que je parle espagnol. Mais quand il m'a demandé c'était quel arbre en espagnol, je ne pouvais pas lui dire
Parce que les arbres, les noms d'arbres que je connais en espagnol sont les noms d'arbres que j'ai vus autour de moi au Chili, comme les avocatiers, comme les palmiers. Hein. Mais pour parler d'un chêne, d'un frêne, d'un peuplier, d'un érable, je ne sais pas c'est quoi les mots en espagnol, parce qu'autour de moi au Chili, il n'y avait pas de frêne, il n'y avait pas de peuplier, il n'y avait pas de chêne, il n'y avait surtout pas d'érable. Donc, quand je lui montre un érable et qu'il me demande en espagnol, maman, c'est quel arbre? Ben, je lui dis, oh, est-ce un érable? Et je ne sais pas c'est quoi le mot, tu sais, donc je me rends compte donc que si je voulais lui parler de son environnement qui est le sien, si je voulais pas lui léguer une langue approximative, je devais absolument lui parler en français. Et c'est là qu'est venu le deuil de la langue espagnole comme langue transmise, je dirais. Ouais. Et donc, vous me demandez c'est quoi le lien avec l'amour, je ne sais pas. J'aurais aimé pouvoir transmettre cette langue-là. J'essaie de plus faire de lien avec ce que Katia a dit. C'est une langue qui vient du ventre, c'est la langue d'affiliation. Mais moi, je n'ai pas été capable de la transmettre. Et peut-être que mes enfants vivront la même espèce d'amour avec, comme Katia le vit avec la langue arabe, qui est une langue primordiale, mais qui est en même temps absente de leur vocabulaire, pour le dire ainsi. Merci beaucoup. Donc, tu as beaucoup aussi parlé de transmission dans ta réponse. Donc, je me questionne donc, beaucoup aussi sur, dans tous vos ouvrages, il y a beaucoup de questions donc, de l'amour filial, donc, dans ton cas, l'amour père-fille, dans ton cas aussi, la relation, le cycle que partagent les femmes. Et donc, voilà, dans ton cas également. Comment penser justement l'amour dans cette transmission-là? Donc, l'amour... Est-ce qu'on t'a perdu, Caroline? Non, je vous entends, mais on doit prendre la température. Ah, OK. OK. Donc, je vais peut-être passer à quelqu'un d'autre. Donc, quel est votre rapport? Donc, comment vous pensez la transmission, la question de l'amour? On parlait de langue aussi tantôt, puis ce qui me venait, c'était le champ lexical aussi qui est important. Je pense au roman de Sophie où il y a quelque chose autour du mépris puis de la haine, qui est un petit peu le pôle inverse de l'amour, mais dans lequel il peut osciller, tu sais. Puis ce champ lexical-là existe aussi dans l'histoire de ma famille, le champ de la violence, que ce soit l'histoire de ma mère qui s'est répercutée aussi dans ma vie un peu plus tard, dans ma famille, le champ lexical du viol, de la violence, de l'insécurité existe fortement. Et donc, c'est sûr que ça teinte le rapport à l'amour. Tu sais, ma mère, qui a vu cette expérience-là se répéter 2 fois, n'a pas l'impression que le monde est sécuritaire et plein d'amour. Elle a plutôt l'impression que le danger est partout, qu'on peut être agressé n'importe où, à tout moment, étant donné que ça s'est passé dans nos maisons pour elle et pour moi. Ce qui fait penser que soit le monde est complètement dangereux, soit on se dit, un individu comme ça, il y en a un, il y en a deux, il y en a d'autres, sa planète, c'est évident, on n'est pas naïf non plus. Par contre, pour 1 ou 2 individus comme ceux-là, il y a une tonne de personnes qui peuvent bien nous accompagner aussi, puis partager la détresse, partager la souffrance, la douleur. Yvan aussi partage la douleur et la souffrance avec Mitch, entre autres, dans l'histoire. Fait j'ai envie de dire que ce qui est filial ou familial dans l'amour, c'est aussi le partage de la souffrance. Parce qu'on ne vit pas beaucoup d'épreuves seules, même si on sabote les relations parfois comme Yvan. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre le banc. Pour rebondir sur ce que dit Geneviève, j'ai envie de dire que on partage la souffrance, que oui, les histoires familiales sont forcément remplies de drames, voire de tragédies qui se répercutent, dont les histoires continuent indéfiniment de nous hanter. Mais je pense qu'on partage aussi des histoires de résilience.
Je pense qu'on partage aussi des façons d'enlever du pouvoir à tous les croque-mitaines. Dans le roman que je finis, que je tente d'écrire en ce moment, je parle notamment des enfumades du Dahra, qui est un massif de montagne en Algérie. Et c'est le lieutenant à l'époque, aimable Jean-Jacques Pélissier, qui a ordonné de boucher les entrées d'une grotte dans laquelle s'était réfugiée toute la tribu des Oulad Riyah, qui avait été une tribu qui s'est révoltée ensemble contre la colonisation. C'était l'époque de la colonisation active. Et donc, ils avaient bouché les entrées avec des immenses brasiers. Et évidemment, ça avait enfumé les grottes. Et la tribu des Oulad Riyah, hommes, femmes, enfants, n'a pas survécu. Mais aimable Jean-Jacques Pélissier est devenu ensuite le gouverneur général de l'Algérie. Et quelques générations plus tard, le croque-mitaine de ma grand-mère, quand ma grande sœur ne mangeait pas sa soupe, c'était Pélissier. C'était pas aimable Jean-Jacques Pélissier. Il avait perdu 3 de ses noms et il s'était transformé en Pélissier. Et c'était devenu ce personnage grand guignol. Et j'ai l'impression que de génération en génération, c'est aussi des histoires de résilience qui se racontent. C'est aussi les histoires de tous les moments où on a survécu, de tous les moments où on a forcé le destin et on est resté une autre journée, de tous les moments où on est sorti des grottes, de tous les moments qui font qu'on est encore là. Et ça aussi, c'est des preuves d'amour, je pense. Je me fais ça. Ben, tu parlais de transmission tantôt aussi, et je peux pas m'empêcher de penser à une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce roman? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre en fait au lecteur? Et on me dit toujours, bah, tu l'as dit tantôt, puis c'est pas faux que je mets souvent en scène des personnages en marge, on va dire. C'est pas forcément une volonté de ma part, je me veux pas la porte-étendard des itinérants, des alcooliques et des... Après, y a des choses que je veux dire qui m'échappent complètement, puis comme dans Chercher Sam, qui est l'histoire d'un jeune itinérant qui vit dans la rue avec son chien. Il perd son chien et ça l'amène à revenir sur ce qui l'a amené dans la rue. À la base, ma volonté, c'était de faire quelque chose sur les pitbulls. C'est complètement passé à côté. Les gens se sont concentrés sur l'itinérance. C'est pas grave, ça m'appartient plus après ce que ça devient. Mais la question de ce que l'auteur, l'autrice transmet dans ses écrits, je trouve ça super intéressant, mais pour moi, ça appartient aussi à chacun. Ce que le lecteur va lire, ce sera pas forcément ce que l'auteur voulait dire. Et c'est vraiment fascinant à quel point les livres et nos histoires ont leur vie propre et vivent différemment dans chaque personne, et que l'amour qu'on a voulu mettre dans tel ou tel endroit, ben, peut-être qu'un autre lecteur va le voir ailleurs. Et pour moi, la richesse des livres, de la littérature, de l'art en général, c'est aussi ça, cette transmission-là qui nous échappe en tant qu'auteur et autrice. Suis-tu à côté du sujet ou non? C'est pas grave. je vous vois comme en silence et dire comme, de quoi elle parle? Mais en fait, je pense que tu as raison, parce que on essaye de transmettre ces histoires-là, ces drames, ces histoires de résilience. Et il y a quelque chose de la triche un petit peu dans la littérature, hein, parce que normalement, ces histoires-là se transmettent de génération en génération à l'intérieur d'une famille, voire finissent par se perdre. Et en écrivant, il y a quelque chose d'un défi, parce qu'on décide que non, on va partager cette résilience et
ces tragédies en même temps et que cet amour-là, on va l'étaler sur plein de gens qui n'ont rien demandé au final. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de la triche, quelque chose de très ludique dans cette décision de transmettre malgré tout, même à l'extérieur des familles. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de notre part quelque chose qui dit c'est plus juste mon poids? C'est plus, prenez-en un peu là, parce que ça, je veux plus le porter toute seule ou je veux. Ceci ne m'appartient plus. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai un personnage justement dans le livre que je suis en train d'essayer d'écrire qui pense à tout ça et qui pense à l'histoire de sa famille. Et puis, je pense que son beau-frère s'en va déposer des briques à l'éco-centre. Puis elle a vraiment l'impression que l'histoire pèse comme une tonne de briques. Puis elle se dit, mais à quel éco-centre on jette ça à la colonisation, tu sais? Puis vraiment, j'ai l'impression, ça aussi, ça fait partie de la triche, hein? Au lieu de juste le fourguer à la génération qui suit, on fait, tu sais quoi, c'est le problème de tout le monde maintenant. C'est à vous. Je m'en lave les mains. J'ai posé ça, j'ai vidé le camion devant ta porte. C'est ce que tu en fais. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre aussi de vouloir montrer peut-être, je rebondis ce que Sophie puis Katia disaient, c'est de vouloir montrer, comment le dire, regardez comment on s'aimait tandis que tout cela arrivait. Hein? Donc, tandis que toutes les horreurs arrivaient, tandis que c'était difficile, tandis que... mais regardez comment on s'aimait. Ouais, pour moi, je ne sais pas si c'est clair, mais il y a ça beaucoup là-dedans. Ouais, puis moi, j'ajouterais aussi, dans Survivace, je raconte l'histoire de ma mère. Je trouve qu'il y a un acte d'amour et de courage vraiment grand, de lâcher prise dans « OK, Geneviève, je te laisse me raconter, je m'abandonne à ça. Ma mère n'est pas ici aujourd'hui pour prendre parole puis dire exactement qu'est-ce qu'elle aurait envie que vous entendiez. » Donc, il y a quelque chose d'un amour très courageux dans la transmission aussi. Quand on n'est pas c'est la personne qui tient le crayon ou la personne qui porte le message directement. Puis c'est la même chose pour le personnage d'Ivan qui a été inspiré de ton père. Fait que la transmission, oui, il y a une forme de triche, mais en même temps, il y a une forme de refus dans l'écriture qui est « je refuse et ma mère refuse que l'histoire tombe dans l'oubli ». Puis pour toutes les femmes qui vivent le même genre de situation également, il y a cette forme de refus-là, je pense. Merci beaucoup. D'ailleurs, je me souviens d'une entrevue où tu parlais de ton recueil et tu parlais du jeu évolutif, donc qui dérive vers un nous donc familial, puis un nous collectif. Donc, ça me fait penser aux réflexions. Oui, effectivement. Donc, pour poursuivre, donc je serais intéressée à penser à l'amour dans votre pratique d'écriture. Donc, comment vous intégrez l'amour dans votre pratique d'écriture? Est-ce un moteur, justement, un moteur, un outil dans votre pratique? Moi, j'ai toujours pensé, jusqu'à mon dernier, que je pouvais juste écrire dans la détresse et dans le malheur et dans ce cliché de l'auteur qui souffre. Et je pensais que j'étais comme un peu condamnée à ça et qu'une fois que j'allais avoir guéri, on va dire ça comme ça, j'allais plus avoir d'essence pour écrire. Le truc, c'est que Geneviève peut aussi en témoigner par sa pratique, c'est qu'en fait, on n'est jamais guéri. Il y a toujours des trucs tu lèves une roche, puis il y a comme plein d'affaires en dessous de la roche, puis ou alors tu la remets, ou alors tu la laisses, puis t'as plein de choses à sortir, là. Donc, donc d'une part, il y a ça. D'une autre part, c'est ça, c'est le bonheur pour moi aujourd'hui qui suis heureuse n'est pas un frein à mon écriture.
Mais je dirais pas non plus que l'amour est un moteur d'écriture dans le sens où, dans mon... Comment l'expliquer? Dans la façon... Comment je me sens quand j'écris, l'amour n'est pas un moteur. L'amour de mes personnages, comme je l'ai dit tantôt, oui. Mais pour moi, c'est plus vraiment un besoin de tout creuser, même inconscient, en fait, parce que J'étais un héros, c'est le premier livre que je sors, que je sais dès les premiers moments où j'écris que c'est inspiré de quelque chose de ma vie. En général, j'écris mon roman et 3-4 ans plus tard, quand je suis dans un cégep et qu'un étudiant me pose une question, je fais comme « Oh my God, c'est ma vie ». Mais j'avais aucune... Ah, ça, c'est l'histoire de... Mon père est partout, je suis partout dans mes écrits. Mon mari me dit comme « Ça, c'est toi, ça, c'est toi, ça, c'est toi ». Je suis comme hey, « Comment? » là? Fait que c'est vraiment de l'inconscient et un besoin d'écrire pour expurger ça. Et l'amour, pour moi, vient après, en même temps, par mes personnages, par les... Je veux pas avoir l'air cucu, là, mais ce que je reçois des lecteurs quand on en parle, quand on parle des personnages comme si c'était des amis communs, l'amour, il vient plutôt par la suite, en fait. Puis entre l'écriture puis le lecteur, moi, j'ajouterais, il y a tout un pan d'édition. Tu sais, on écrit un premier jet, mais ensuite, on retravaille le texte plusieurs fois. Fait que dans mon cas, il y a eu l'accompagnement de David Gaudreault qui a été essentiel de la part d'un homme aussi dans un geste de confiance, de réparer certaines choses. Il y a eu le travail avec Mémoire d'Encrier, une approche qui a été très, très douce. Fait que c'est comme si je trouve qu'il y a une douceur entre le premier jet et le lecteur dans une espèce de gradation qui se fait de cette histoire, je l'écris, je suis toute seule avec et elle ne m'appartient plus, elle est entre les mains de quelqu'un d'autre qui peut ou pas me faire un retour affectueux par rapport à l'histoire, là. Fait qu'il y a de l'amour dans le moteur d'écriture, mais à travers toutes ces étapes-là aussi, il y a différents types d'amour qui se manifestent, que ce soit simplement un accueil éditorial. Oui. Je pense que pour même, en fait, si je regarde ma pratique, je pense que pour même commencer à écrire, il faut de l'amour. De façon très concrète. Parce que il faut des gens qui t'aiment assez pour que tu puisses leur fourguer tes enfants pour pouvoir avoir le temps d'écrire, l'espace d'écrire. Il faut des gens qui t'aiment assez pour faire son ordinateur marche plus et se mettre ensemble pour t'en acheter un sur lequel tu vas pouvoir écrire. Ça prend des conditions concrètes. Il faut des amis qui t'aiment assez pour t'écrire des cartes ou elle te harcèle pour te dire « Katia, cette année, tu écris. » Caro ne me voit pas, mais je regarde l'écran, Caro. C'est de toi que je parle ici. Donc, ça prend des conditions concrètes qui sont des conditions aimantes, quelque part. Ça prend un espace sécuritaire pour écrire. Donc, il y a déjà ça qui, à mon avis, précède même la pratique de l'écriture. Et ensuite, je crois que, surtout dans ce que j'écris en ce moment, mon écriture vient forcément de la colère et de l'amour. Parce que j'essaie justement de faire œuvre de transmission. Et je crois que, en effet, une œuvre de transmission est forcément une œuvre d'amour. Je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est transmettre des noms, c'est faire connaître des noms pour qu'ils ne disparaissent pas. Et Geneviève parlait de sa mère et dans ce que j'écris en ce moment, j'ai l'impression que je ne fais que répéter et écrire le nom de ma mère, même si j'écris tous les autres mots qui existent, même s'il n'y a jamais dans mon texte le nom de ma mère, je n'écris que ça. Et forcément, pour moi,
écrire. Pour moi, cette pratique-là est une pratique d'abord d'amour. Voilà. Caroline, est-ce que tu aurais aussi des réflexions autour de la place de l'amour dans ta pratique d'écriture, donc du rapport avec ta pratique? Je suis absolument d'accord avec tout ce que disait Katia. L'amour est en amont. C'est ça qui fait en sorte que l'on prend un crayon d'abord euh, ou un ordinateur ou peu importe. Et ensuite, il faut beaucoup d'amour pour notre texte. Il ne faut pas faire semblant. Là. Pour lui donner tant d'amour et travailler autant un texte, tu sais, c'est mille et une fois sur le travail. Là, je reviens et je reviens et je reviens. Et donc, ça veut dire que l'idée de départ, je l'aime assez. N'importe que ce soit des personnages ou que ce soit un récit ou que ce soit un récit de soi ou de l'autofiction ou des personnages tout à fait inventés, il faut les aimer assez pour leur donner autant de travail aussi, euh, leur accorder autant de temps aussi et autant de temps en dehors de tout ce qui est beaucoup plus important. Parce que c'est pas vrai qu'écrire, c'est plus important qu'aimer mes enfants, que aimer mon mari, c'est pas vrai. Mais il reste que, il y a un moment où je leur dis, l'école ici, j'écris, tu sais. et, et, et donc, il faut aimer beaucoup ce qu'on écrit aussi, tu sais, et aimer ses personnages. Donc, oui, il y a de l'amour partout dans tout ça. Et ensuite, par après, moi, ce qui m'a étonné énormément, c'est l'amour des lecteurs et des lectrices qui vont porter à nos personnages comme si c'était les leurs. Hein? Et ce sont les leurs, en fait. Ils se les approprient et beaucoup de gens ensuite donnent tant d'amour au livre que j'ai écrit, qui n'est plus mon livre. Je l'appelle jamais comme ça, je pense. Donc, ce n'est plus mon livre, mais leur livre, donc qui lui donne tant d'amour pour qu'il va rebondir ici, ailleurs et partout, et a une certaine reconnaissance. Donc, oui, je pense que ça prend c'est de l'amour partout et partout qu'il y a dans le geste d'écriture, dans les conditions objectives que ça prend pour écrire, comme le mentionnait Katia, et ensuite le fait qu'on va tasser d'autres choses pour écrire, nécessairement. Ouais. Merci. Donc, j'aimerais poursuivre en te posant une question en lien avec donc, ton roman Là où je me terre. Donc, il y a beaucoup de questions justement de, de ton passé, donc de ton expérience du déracinement, de l'immigration. Puis, tu parlais aussi beaucoup d'indignation, donc du lien entre l'amour et l'indignation. J'aimerais beaucoup t'entendre autour de donc ces considérations sur l'amour et cette expérience-là de l'immigration, du déracinement. J'ai très peu compris. J'ai compris parler de déracinement, d'immigration. Oui, je serais curieuse de t'entendre en fait sur le lien entre l'amour et puis l'indignation, puisque tu en faisais un parallèle plus tôt dans la discussion. Et puis justement ce récit-là de l'immigration, cette expérience-là de l'immigration, et puis ce C'est dur parce que ça part au contraire d'une peine d'amour. Quand tu es assez vieux ou vieille, c'est quitter, ou l'exil, c'est une peine d'amour. Tu laisses les gens que tu aimes, la terre que tu connais, les copains, l'école, peu importe, là, ou plus vieux, encore pire, toute ta vie que tu. En fait, même enfant, c'est toute ta vie que tu délaisses. Et je pense que la peine est plus grande plus l'âge avance parce que tu as créé plus de liens où ils sont plus forts. Et donc, ça commence avec une peine d'amour. L'histoire, je l'ai partie là-bas, même si je parle presque pas du Chili, j'ai voulu la commencer là parce que l'histoire d'une intégration commence toujours d'abord avec avant d'arriver, on quitte quelque chose. Et donc, c'est ça le premier pas donc, de l'immigration, c'est qu'on quitte quelque chose, on arrive le cœur brisé dans un nouveau pays. Et ensuite, le reste, c'est apprendre
à aimer, tout simplement. Le nouvel endroit, se faire créer des nouveaux liens, c'est ça le plus important. Euh, je pense que c'est d'autant plus facile qu'on a une famille aimante ou qu'on n'est pas seul à traverser tout ça, comme dans n'importe quoi. Tu sais. Si on est plusieurs ou on est un petit groupe, nous contre le monde, ben c'est nous contre le monde. Et moi, j'ai eu la chance que ce soit ça, que ce soit ma famille un peu contre le monde. Ma famille a toujours été un lien d'ancrage, un lien où je revenais et on ferme la porte, ce qu'on appelle aujourd'hui un safe space. Hein, mais, euh, euh, donc, un endroit où on ferme la porte, et je suis chez moi ici. Je peux être moi-même ici. Euh, Ce qui n'était pas le cas de l'ailleurs. L'ailleurs, c'est dès que je sors la porte de chez moi. Euh, et ensuite, c'est d'apprendre peu à peu pour moi là, à me sentir en sécurité en dehors de chez moi et de faire du monde extérieur mon chez moi également. Et c'est petit à petit tu sais, que ça s'apprend. Et, et désormais, c'est ici chez moi. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vécu en Suède. J'en parle un peu dans le livre, mais quand j'ai immigré en Suède, ça a été une autre peine d'amour et que là, non, j'en peux pas, je peux pas en avoir deux là, dans ma vie. Là. En plus de mes 2 millions d'autres peines d'amour. Mais je veux dire, deux d'un pays, non, c'est impossible. En tout cas, pour moi, ça l'était. Euh, et voilà, ouais. Donc, je suis revenue à mon ancien amour. Je suis à Montréal. Tu sais. Merci. Donc, Katia, dans ton livre, encore une fois, La marchande de sable, il est beaucoup de questions de personnages, donc d'un facteur nomade, de personnages qui semblent en exil. Donc, dans ce rapport-là, encore une fois, à l'exil, comment tu envisages le rapport à l'amour? La ville a une très grande place dans La marchande de sable, d'ailleurs. Donc, comment tu envisages l'amour face à l'exil, la possibilité de l'amour dans cette expérience-là ou de... Dans l'expérience de l'exil? Oui. Ben, je pense que on s'exile par amour. Et oui, c'est une grande peine, c'est une grande séparation, on a l'impression d'avoir un membre fantôme après, hein, parce qu'on a quitté tant de gens qu'on aimait si fort. Mais le moteur de l'exil, c'est l'amour. La raison pour laquelle mes parents sont partis, la raison pour laquelle les parents de Caro, je pense, sont partis de façon plus urgente, bien sûr, c'est l'amour. C'était par amour pour nous, pour leurs enfants, pour la génération, pour les générations qui viendraient. Donc, le lien entre l'exil et l'amour, il est très fort parce que il y a un moment où il y a un moment où, je dirais pas il faut aimer ses enfants plus que ce qu'on a connu, mais ça prend immensément d'amour pour faire un tel sacrifice, en fait. Et je pense que le seul amour qui permet un tel sacrifice, c'est l'amour de ses enfants. Donc, le lien avec l'exil, il me semble qu'il est très fort et qu'il est ici. Parfait. Merci beaucoup. Donc, le temps file. Si quelqu'un a une question, vous êtes les bienvenus à intervenir pour clore cette dernière discussion. Merci. L'amour, je pense à François, qui était l'enfant dans les torrents d'Annebert, où, au nom de l'amour, la mère va battre l'enfant jusqu'à qu'il devienne sourd. Et l'amour comme forme de violence, comme forme d'acquisition. Aujourd'hui, on nous met devant nous une famille, puis on nous dit à l'écran, si vous aimez la famille, achetez une voiture 4x4. Donc, c'est comme si ce que j'écoute, c'est tellement vivifiant,
Mais en même temps, nous sommes dans un contexte où l'amour est c'est une marchandise, c'est un mécanisme pour nous vendre des choses, c'est un mécanisme de pouvoir, c'est un mécanisme de violence. Alors, je ne sais pas si on doit penser, si une explication, c'est la vision de genre de l'amour. Dans votre entourage, dans votre vision, comment vous voyez que les hommes comprennent l'amour? Qu'est-ce qu'ils comprennent pour amour? Nous, aujourd'hui, on entend l'amour pour la nation, par exemple, qui est meurtrier, qui peut diviser une société. Alors, c'est l'amour, il y a aussi son côté sinistre. Je pense que, en effet, on a beaucoup parlé de l'amour dans son sens. Ça va? Dans son sens déhiérarchisant, dans son sens, dans ce qu'il a de potentiellement radical. On a parlé de l'amour comme moteur d'action, on a parlé de l'amour comme moteur de révolte, parce qu'on regardait justement ce que l'amour veut dire dans un monde désenchanté. Mais je crois que l'amour dont vous parlez, c'est un peu l'amour qui désenchante le monde, l'amour en termes égoïstes. Et je crois qu'il y a une différence très claire à faire entre l'amour qui possède un 4x4 comme on possède la famille, l'amour en tant que domination à tous les niveaux de la société, en fait, que ce soit dans l'extrêmement public. Hein, je crois que beaucoup d'entre nous se sont sentis très mal aimés cette semaine. Il y a quelque chose, une peine d'amour avec la nation aussi, quand on entend certaines choses, ou à un niveau très privé entre deux personnes, où vous parlez justement de la mer dans le torrent d'Anne Hébert, où l'amour se fait violence, l'amour se fait domination. Mais je crois que justement, à cet amour-là, à cet amour qui est en fait possession, qui est en fait domination, qui est en fait une tentative d'imposer une hiérarchie. La seule chose qui peut répondre, c'est les potentialités d'un amour radical. Je pense que l'amour peut radicaliser. On a parlé en début de séance. Puis je suis très habitée en ce moment par des images de l'Iran, par des images de sœurs qui se coupent les cheveux au ciseau au-dessus du cercueil de sa sœur, par des images de pères qui avaient promis à leur fille qui danseraient à leur mariage et qu'on voit danser à leurs funérailles, mais qui justement sortent et se battent pour défendre ses sœurs, ses filles. Je pense que l'amour a un potentiel radicalisant et je pense que c'est comme ça qu'on essaye de le voir aujourd'hui, parce que si l'amour peut quelque chose dans un monde désenchanté, si l'amour veut dire quelque chose dans un monde désenchanté, c'est forcément cet amour-là, cet amour qui se veut moteur, cet amour qui fait agir, qui fait sortir dans la rue. On parlait de transmission. Pendant la pandémie, le seul moment où les gens sont sortis dans la rue, c'était pour dire des noms. Et je pense que dire des noms, dire Massa Amini, dire Joyce Echaquan, dire George Floyd, c'est dire nous les aimions. Ces noms-là existent et nous les aimions. Et cet amour-là nous pousse à l'action. Donc je pense que voilà, c'est cet amour-là qui répond à l'amour dont vous parliez. On peut pas rajouter, il y a rien à rajouter là, c'est super de ce que tu... J'ai quasiment envie d'applaudir, mais...
Merci. Oui, il y aurait une autre question. Oui, bonjour. Je vous ai écouté attentivement et il y a une réflexion qui m'est apparue. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais je me demande si, en tout cas moi en tant que lectrice, quand je lis de l'autofiction, quand je lis des récits de témoignages, en gros quand je lis toutes les œuvres qui sont en lien avec les écritures du réel, je pense par exemple au théâtre documentaire, par exemple Mohamed El-Khatib qui fait du théâtre documentaire en lien avec la filiation, qui parle de sa mère, du deuil de sa mère, ou je vais sortir le grand nom, Annie Ernaux, qui fait toute une œuvre sur le social, où elle va faire des livres sur sa mère, sur son père. C'est là où je sens véritablement l'amour. Je le sens pas, l'acte de l'écrivain, son acte d'écriture comme un acte d'amour. Je le vois plus dans des récits d'autofiction, plus que dans des fictions pures. Je me demande si vous êtes d'accord avec moi. Allô? Ben pour moi, la distinction entre l'autofiction et la fiction, mais c'est juste mon opinion, là, mais elle se situe pas forcément au niveau de l'amour, elle se situe peut-être plus au niveau du courage. Si je parle pour moi, j'écris en fiction parce que au début, j'aimais pas l'autofiction, je trouvais ça facile, je trouvais ça bref. Et en lisant et en étudiant sur le sujet, ben, je découvre vraiment que ça prend un courage énorme pour se mettre à nu sans filtre, pour se regarder vraiment de la façon la plus honnête possible et rendre ça au monde d'une façon plus honnête. Donc, je trouve ça très courageux. Mais ensuite, pour moi, ben, comme je disais tantôt, l'amour au niveau de la fiction, il se situe peut-être ailleurs, mais il reste quand même vraiment à part entière. Pour moi, c'est un ingrédient à part entière de l'écriture, même fictionnelle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Avez-vous quelque chose à... OK. OK. Parfait. En fait, je vais devoir terminer ici. Donc, le temps est écoulé, mais c'était un vrai plaisir de vous entendre et de discuter avec vous. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. OK.